Ce qui est assez frappant, à mon avis, c'est que vous avez des points apparemment de similitude et en même temps, c'est différent. Il faut penser, excusez-moi, il faut penser les deux à la fois. Alors, sur les différences qui ont été indiquées, je reviendrai, il y en a plusieurs. Il y a premièrement, il ne faut jamais l'oublier, un contexte social historique qui n'est pas du tout le même. Contexte social historique à l'époque, il y a le sentiment de participer d'une dynamique de l'histoire qui existe de façon plus ou moins fantasmée, mais nous sommes à l'époque des Trente Glorieuses. On n'a pas encore autour de 75, où les thèmes écologiques et catastrophiques vont monter, précisément au moment, la seconde moitié des années 70, où c'est la fin des Trente Glorieuses et où il y a le rapport de Rome, où il y a un certain nombre de choses. La période que je prends, c'est 69-70, c'est-à-dire la flambée du gauchisme, que j'ai appelé sous les doubles aspects, et donc le contexte social historique est très différent. Il n'y a plus de lendemain qui chante aujourd'hui, d'une certaine façon. Il y avait toujours plus des utopies un peu folles, et je dirais il y a un autre trait qui est très important, c'est les interdits, les tabous de l'époque, avec, comme vous l'avez souligné, une transgression qui pouvait être dynamique pour une raison assez simple, qui était le fait qu'il existait un certain nombre d'interdits et de tabous et qu'en face existait encore des pouvoirs qui tenaient un peu la route, si vous voulez. Avoir De Gaulle, Pompidou, Marcellin et d'autres, c'est pas tout à fait la même chose que d'avoir Hollande, on va dire, ou même aujourd'hui, vous voyez, c'est pas tout à fait la même caractéristique. Et je dirais que la transgression, alors ça c'est très difficile, enfin c'est pas très difficile à comprendre, mais quand on parle de transgression, nihilisme, mais le problème c'est qu'il peut y avoir un nihilisme jubilatoire. Et c'était un peu ce qui se passait, c'est-à-dire pourquoi? Parce que pour transgresser, il faut qu'il y ait des normes, il faut qu'il y ait des interdits, et ça se paye aussi d'un certain prix. Qu'est-ce que devient la notion de transgression dans une société devenue permissive? Et c'est un peu ce qui se passe. C'est pour ça que je parle du passage d'un nihilisme actif, dans le sens qui comporte encore une dynamique, j'allais dire, de vie dans le renversement des valeurs, à une sorte de nihilisme d'affaissement, où on continue de faire comme si il existait encore un certain nombre de tabous, d'interdits, de pouvoirs dominants, alors qu'ils ont été complètement érodés précisément par la révolution culturelle 68arde. Donc c'est une première différence essentielle. Vous l'avez dit, la deuxième différence, elle est centrale, c'est qu'on est encore, à l'époque, ma génération est encore une génération du livre, et notamment où la littérature, le roman, mais aussi la philosophie, l'histoire tiennent une grande place. N'oublions pas la guerre des Michards, pour ceux qui étaient à l'époque, c'est toute une transmission de la littérature, d'ailleurs c'était un manuel qui n'était pas si mal fait que ça, et qui vous donnait quand même un certain nombre de bases et des références centrales. Aujourd'hui, là aussi, le manuel a été arrêté, je ne sais plus à quelle date, c'est fini, c'est terminé, si vous voulez. Donc les enfants du livre, j'y rajouterai les enfants du cinéma, et du cinéma un peu d'avant-garde pour les étudiants, puisque c'était le passe-temps, le loisir des étudiants, avec une fascination pour... Et quand vous êtes... Cinémathèque. La cinémathèque, oui, c'était art et essai avec divers auteurs, vous les connaissez, Godard, Truffaut, entre autres, hein, avec des aspects très... Quand vous les regardez aujourd'hui, c'est assez étrange. Peut-être Truffaut tient plus du cinéma classique et reste, alors les autres... Allez, vous posez la question, comment se fait-il que j'ai pu trouver ça bien? C'est tellement nouveau à l'époque que ça cassait les codes. Tout ce qui cassait un peu et qui transgressait pouvait apparaître vraiment extraordinaire. Bon, quand vous les regardez maintenant, c'est un peu plus délicat. Mais le cinéma, c'était aussi important. Pourquoi? Parce que quand vous êtes adolescent, enfin quand vous avez 20 ans, quand vous êtes étudiant, c'est-à-dire vous n'êtes pas inséré encore socialement, vous vivez dans un milieu à part, surtout après 108, qui était un milieu, j'en parle, Aron d'ailleurs parle d'un milieu semi-délinquant, qui était le milieu étudiant, avec une dimension de bohème qui venait de loin, et notamment passée par le surréalisme, il n'y avait pas que le marxisme. Rappelez-vous, il y a une filiation à ce moment-là qui demeure, ça va être une grande différence par rapport à aujourd'hui. Quelle est la filiation? C'est Rimbaud, vous voyez, Rimbaud, Marx et Rimbaud, la fameuse formule situationniste, transformer le monde et changer la vie. D'ailleurs, changer la vie va même devenir le titre du projet du Parti socialiste à un moment donné. Mais, comment dire, ça n'a pas grand-chose, pourtant, Dieu sait, avec Rimbaud, mais c'est autre chose. Mais il y avait cette dimension, transformer le monde, changer la vie, surréaliste, et les surréalistes qui, je rappelle, dans l'entre-deux-guerres,
avait commencé à prendre lien avec les bolcheviks, avec Trotsky ou Lénine. Et il y avait cette alliance paradoxale, comme disait Raymond Aron, où ça se retrouvait derrière le mot révolution ou derrière le mot bourgeoisie. La bourgeoisie du côté de la bohème surréaliste, c'était la bourgeoisie morale, la morale insupportable, etc. Du côté des léninistes, c'était beaucoup plus social, si vous voulez. C'était la classe bourgeoise qui dominait. Quant à la révolution, ben, il y avait un peu la révolution des mœurs, de changer de monde, la surréalité, atteindre la surréalité d'un côté, et de l'autre côté, c'était quand même la révolution style dictature du prolétariat. Avouer que le lien, déjà, n'allait pas de soi. Il va d'une certaine façon se continuer. En ce sens-là, il y a une filiation qui existe. Puis je rajouterai un point, vous l'avez dit, les enfants du rock, ou de la pop, parce que ça a compté énormément. Donc c'est une génération qui avait un pied dans l'ancien monde, et qui avait un autre pied dans le nouveau monde, si vous voulez. Et c'est une génération un peu intermédiaire, à vrai dire, mais dont la caractéristique, du moins dans la révolte de ce peuple adolescent, c'est qu'elle va rompre le fil qui la reliait encore à l'ancien et va laisser derrière elle largement un champ de ruines. C'est là où, à mon avis, la responsabilité propre des 68 arts du gauchisme. Mais je rajouterai un point, c'est qu'il y avait un certain nombre de maîtres à penser à l'époque. Enfin, quand même, vous avez 20 ans, ce n'est pas la même chose que d'avoir 63 ans au même moment, Jean-Paul Sartre. Et que dit Jean-Paul Sartre dans des déclarations diverses et variées? Maintenant, il y a des révolutionnaires, je crois que c'est de 10 ans, des révolutionnaires de 10 ans qui ont compris un certain nombre de choses grâce à leurs grands frères qui étaient qui ne travaillaient pas trop. Des choses absolument incroyables. Vous avez Foucault et même Deleuze qui discutent avec des lycéens, dans la revue actuelle, par exemple. Et là, par exemple, Foucault dit à propos du groupe Information Prison, qui au passage dénonçait des choses tout à fait réelles, de la situation scandaleuse des prisons de l'époque, bien il dit qu'il faut aller au-delà. Il faut s'attaquer, il faut aller au-delà, par-delà le bien et le mal. Ce n'est pas simplement les prisons, c'est la notion même de culpabilité qui doit être mise en question. Là, on touche au nihilisme, si vous voulez. Ça glisse, c'est du Nietzsche, quasiment, vous voyez. Et donc, on avait ces maîtres à penser, quand vous avez 20 ans, qui revivaient, on leur donnait une seconde jeunesse, si vous voulez, c'était assez étrange, et ils voyaient la révolution culturelle 68arde à travers la révolution qui n'avait pas eu lieu, dont ils rêvaient, la révolution notamment anti-stalinienne. Vous trouvez ça? Ça y est, et même chez Castoriadis, il voyait comment cette révolution, c'était les conseils ouvriers. Mais enfin, les conseils ouvriers Budapest et les comités d'action étudiants, tout en disant que ce n'est pas tout à fait la même chose, c'est vraiment pas la même chose. Vous voyez? Mais même quasiment beaucoup de gens à gauche ont projeté sur nous leur propre conception de la révolution. Donc c'est une deuxième différence. Sur la violence, par exemple, on peut dire, les Black Blocs, vous savez, c'était très violent. Mais la différence, ce n'est pas du tout pour justifier ce qui se passait avant, mais il y a une différence, c'est la filiation. Dans le sens, une filiation en largement imaginaire entre les luttes passées du mouvement ouvrier, parce que c'était ça qui était en tête, avec toute une littérature de la révolte et de la révolution, et d'une certaine façon, la résistance, c'est les maoïstes en particulier, mais pas simplement les maoïstes. Il y avait toujours cette référence. Je pose la question, où elle est chez les Black Blocs? C'est du nihilisme pur, je veux dire. C'est une violence déchaînée. Et qui est due... Alors je ne dis pas que la première était... Parce que franchement, c'était un peu fou. Je raconte dans mon livre des situations flirtent avec la limite, et par moments, ça l'a dépassé un peu. Les nouvelles technologies... vous avez totalement raison sur ce point, mais comment dire, je pense que les nouvelles technologies sont arrivées, et c'est leur impact est d'autant plus fort, sur un terrain déculturé par la révolution culturelle 68arde, ce qui démultiplie d'une certaine façon leur impact, et qui fait que, comment dire, le fait de prendre un recul, parce qu'après tout, rien ne nous oblige à vivre dans la réactivité permanente, le nez dans le guidon, c'est pas le nez dans le guidon, c'est une formule à propos des cadres toujours actifs, c'est le nez dans le smartphone. Mais je pense qu'il y a, plus ça va vite, et les nouvelles technologies vont très vite, comme l'information, plus le recul que permettait la culture, s'il n'est plus là, eh bien, c'est une course folle dans laquelle vous... Alors, je vais prendre le mot aliénation. Vous pouvez courir à la réactivité. Et c'est, à mon avis, ce qui se passe. Dernier point, mais là, je n'ai pas trop le temps.
c'est la question des woke. Je peux dire simplement deux choses. Pour moi, les woke, c'est vraiment la queue de comète d'un gauchisme décomposé et véritablement déculturé dans une situation historique nouvelle. Parce que, je ne vais pas détailler, mais quand vous regardez les woke, il y a des points communs. Ça se passe dans les universités, les facs de lettres. Les facs de lettres, c'était le bastion du gauchisme ancien, si vous voulez. Donc, vous avez ça. Vous avez des formes de lutte qui font allusion, alors bon, j'en parle dans les blocages de cours, ou l'interdiction des cours, enfin, empêcher les profs de parler. Vous trouvez ça aussi. Bon. Vous avez une place centrale accordée au vécu. Alors là, ça, chez les woke, l'authenticité du vécu, c'est quelque chose de très important. Donc, vous avez à la fois des points communs, notamment les woke sont absolument imperméables à toute rationalité, à toute logique. Il y a même des points de contradiction chez les woke. Vous avez un phénomène qui vous ramène au communautarisme, à une forme d'identitarisme. C'est-à-dire, il colle les individus à une identité essentialiste. Et de l'autre côté, vous avez la fluidité possible sexuelle sur le genre. Il y a une contradiction. Eh bien non, il n'y a pas de contradiction. C'est ça qui est très déconcertant chez les nouvelles générations. Là où il y avait une cohérence un peu folle, idéologique, chez les anciens militants, là, vous pouvez faire coexister des points de vue contradictoires dans le même espace mental, si j'ose dire. Et comment voulez-vous discuter avec quelqu'un qui vous sort son vécu de victime et qui en même temps tient des propos incohérents, mais qui pour lui s'en fiche éperdument? Comment vous faites pour discuter avec ce wokisme-là? C'est donc, si vous voulez, cette contradiction, d'ailleurs, ça va donner un mouvement très émietté, parce qu'on n'est pas dans les idéologies de l'époque, on n'est pas dans le mouvement historique de l'époque, où il y a quand même une concurrence victimaire. Dans l'intersectionnalité, il y a un grave problème. Qu'est-ce qu'on met au centre de l'intersectionnalité? Alors évidemment, si vous êtes femme, homosexuelle, noire, etc., là, vous avez quand même un certain nombre de discriminations qui, d'une certaine façon, va vous placer au centre. Ça pose des problèmes très concrets avec des débats à n'en plus finir sur qu'est-ce qu'on met en tête, justement, quelle est la catégorie la plus discriminée. Alors, quand vous faites une manifestation, il y a un livre tout à fait intéressant, j'ai oublié le nom, qui s'est infiltré, c'est pas le mot, du côté dans le mouvement woke, alors des débats à n'en plus finir sur comment on fait pour organiser une manifestation, une pride. Là, il y a un problème. Qu'est-ce qu'on va mettre en tête parmi les plus discriminés? Alors, on a un problème entre les blancs, les noirs, les hétérosexuels, parce que LGTB+, enfin bon. Et là, plus il y a affinité. Et plus il y a affinité. Donc, vous avez cette dimension qui fait que ce mouvement, quel est l'avenir de ce mouvement? C'est un mouvement qui est contre et qui lui-même comporte, et ça je crois qu'il y a plusieurs auteurs sur des livres sur le woke, comporte ces éléments d'autodestruction, à mon avis, en lui-même, si vous voulez, de par cette dimension-là. Parce qu'il y a déjà des contradictions entre les... Alors le problème, c'est les hétérosexuels mâles blancs. Alors là, ça, comment on va les faire défiler? Alors ça, c'est un problème, si vous voulez. Et puis, il reste d'autres... Qu'est-ce qu'on fait, par exemple? L'auteur parle, mais comment on va considérer... Alors, il faut séparer les Maghrébins des Noirs. Donc, dans le cortège, il faut bien les placer là. Mais là, ça va devenir plus difficile avec les autres. Donc, vous avez ces débats. C'est vraiment une espèce de déliquescence, de nihilisme d'affaissement, ce que j'appelle un nihilisme d'affaissement qui existe là. Alors, là, reste dernier point, et vous l'avez dit, c'est la dimension victimaire. Il y a une différence énorme par rapport au nihilisme actif des années 70, c'est tout sauf des victimes. Ne me libère pas, je m'en charge, et donc, je veux dire, il y a une façon de rentrer dedans, si vous voulez, y compris vis-à-vis des autorités. Et celui qui n'arrive pas à se libérer par lui-même, il est aliéné, etc. Là, vous êtes dans une dimension victimaire de plainte constante, avec revendication indéfinie de droits, avec un rapport à l'État-providence qui élargit ses droits. Là, vous étiez dans un rapport frontal avec l'État, du point de vue du gauchisme. Ce n'est pas du tout pour valoriser ce premier gauchiste, mais c'est pour vous dire que c'est ça qui est très bizarre. C'est que vous avez des éléments qui se rapprochent de l'ancien modèle et des éléments qui en séparent. Je pense que, en fait, il y a eu transmission des schémas de pensée, d'un rapport au monde dans le gauchisme, qui a été transmis dans une nouvelle situation. J'oublie une étape centrale
qui est l'institutionnalisation du gauchisme, c'est-à-dire par la gauche au pouvoir à partir de 81. Ça change beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'une contre-culture, avec sa dynamique autonome au sein de la société, va devenir une culture quasiment institutionnalisée. Paradoxalement, la contre-culture devient un modèle quasiment, je ne dirais pas hégémonique, où la transgression va devenir socialement assistée, par exemple, pas simplement dans les gay pride ou dans les... Subventionné. Et subventionné. Alors le modèle, on pourrait en discuter, qui se met en place, c'est SOS Racisme à ce moment-là. Et c'est un racisme de deuxième génération, parce que, sans vouloir valoriser l'antiracisme antérieur, mais il avait une visée universaliste. Et quand vous parliez des immigrés, par exemple, à l'époque, c'est une grosse différence. C'était travailleurs immigrés, travailleurs français, travailleurs immigrés, même combat. Alors bon, vous pouvez trouver toujours des choses. Mais ils étaient vus à partir de l'internationalisme, on va dire presque prolétarien, vous voyez, dans une vision comme ça. Là, c'est totalement différent. C'est black, blanc, beurre, avec SOS Racisme. C'est black, blanc, beurre, c'est-à-dire c'est l'amorce du communautarisme. Et c'est finalement, et c'est ça à mon avis qui va se passer, la gauche va donner au gauchisme les moyens de son hégémonie, notamment au gauchisme culturel. C'est l'époque où, entre autres, Mitterrand commence à parler branché, et puis où rentre à l'intérieur du Parti socialiste un certain nombre d'anciens militants gauchistes qui n'ont pas remis fondamentalement, forcément en cause, leurs schémas mentaux. Et ce qui s'est passé, malgré tout, à travers le wokisme, c'est qu'il y a eu des schémas de pensée décomposés qui ont été transmis à travers les générations. Mais dans une situation où vous voyez des points semblables et on vous dit « mais c'est plus pareil ». C'est un peu comme l'alcool, si vous voulez. Il y avait une publicité antérieure, ça ressemble à de l'alcool, c'est de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette publicité. Ben, il y a quelque chose de cet ordre-là. Je terminerai sur juste un point sur Bruckner et les woke que vous avez posé. Moi, j'ai une vision des woke, si vous voulez, qui est à la fois importante. Il faut les combattre par rapport, parce que c'est la question de la liberté qui est en question. Mais la vraie question, c'est pourquoi les élites se sont couchés, enfin une bonne partie des élites se sont couchés devant. Parce que je n'arrive pas, je vais vous dire franchement, quand je lis les woke, à les prendre au sérieux, intellectuellement. Je ne peux pas, je trouve ça nul, enfin, comment vous dire, il n'y a même pas à discuter. Si vous discutez avec un ado, en révolte, c'est à peu près pareil. Et puis il n'en finira pas, il s'accrochera, j'arrive pas à saisir. La vraie question, il y en a deux à mon avis, c'est pas les woke. Enfin, c'est les woke, parce qu'il faut les combattre. C'est comment en est-on arrivé là? Bon, moi, si je peux contribuer un peu à montrer comment on est arrivé là, c'est pas mal. Et deuxième question, c'est pourquoi les élites se sont un peu largement couchées devant. C'est ça la question. Et pour moi, je terminerai par... Je partage un peu le point de vue de Pascal Bruckner dans la Revue des Deux Mondes, je vais vous citer. Il dit « C'est un peu le marché de l'occasion de la lumpen intelligentsia ». Le cycle de vie d'une mode intellectuelle durant 20 à 30 ans, on en a pour au moins une bonne décennie. Après, le wokisme entrera dans le musée Grévin du délire politique pour rejoindre le maoïsme, le trotskisme, le castrisme, etc. Et ça, je ne suis pas en désaccord. Surtout que... Alors, la question, c'est comment on lutte contre tout ça. Moi, je pense qu'il faut faire attention à une chose, c'est la réactivité constante, le nez dans le smartphone. Je m'explique. Il faut les combattre, mais si on les combat dans une forme, on les remet au centre. Parce que c'est ça le piège. C'est que si vous n'êtes que dans la réactivité, dans la dénonciation, sans l'analyse, de voir d'où ça vient, et voir comment les élites les combattent effectivement, parce qu'il y a quand même des réactions en France. La France n'est pas les États-Unis, c'est pas les États-Unis. Donc je pense qu'il faut faire attention dans la façon de combattre le wokisme, à le placer sans cesse au centre. Écoutez, l'essayé de langage de Madame Rousseau, qui a un mari déconstruit, c'est formidable. Enfin, on sent... Franchement, si vous rentrez là-dedans, vous n'en finissez plus. Et je crois que ça joue un rôle de détourner l'attention face à des grands problèmes qui sont autre chose. Par exemple, et ça nous empêche de les penser, l'immigration. Alors là, c'est typique comme type de barrage, mais pas simplement. C'est-à-dire la géopolitique, les risques de guerre, ce qui se passe dans le monde... On est en train de réagir et de surréagir, et ça donne des polémiques à n'en plus finir qui tournent en rond. C'est ça le piège du wokisme, à mon avis, avec la démission des élites. Parce que c'est ça la question. Pourquoi les élites? C'est ça la vraie question. Ce n'est pas le wokisme en tant que tel. C'est pourquoi cette démission.
Et je terminerai par il y a une phrase de Voltaire à propos de la démission et puis de ce courant que je trouve très bien. Ils se sont fait dévots de peur de n'être rien. C'est-à-dire, ils se sont fait dévots de peur de n'être rien. Je pense qu'il y a une mode, comme il y a eu une mode à un moment du maoïsme, si vous voulez. Alors, moi, j'ai revu les livres de ma bibliothèque et je me suis dit, mais c'est pas possible. À l'époque, c'était le centre du monde. Nous étions dans un bocal ou un aquarium qui s'appelait les facs de lettres, et c'était le centre du monde, tout tournait autour. Dans le milieu gauchiste, il n'y avait pas d'extériorité. Vous retrouvez ça dans certains studios de télévision et qui sont marqués par toute une idéologie. Il n'y a pas d'extérieur. Et vous pensez le monde. Et alors le problème, c'est, un demi-siècle après, qu'est-ce qu'il reste? Bien, je pense que le destin long terme, j'espère, du wokisme, ça sera ça. Voilà. Et pourquoi les gens suivent? Eh bien, la formule de Voltaire, ils se sont fait dévots de peur de n'être rien. Je pense que ça joue en grande partie dans cette dimension-là. Voilà.